D'accord. Donc, l'autre fois, on s'est arrêté, je pense, à ce niveau. Donc, au niveau langage de définition des données, on a déjà vu la gestion des tables. Et bien sûr, on a vu l'ordre create table. Et en fait, on a la liste des attributs avec, en fait, chacun un type spécifique. Mais avec les types, on peut définir en fait quelques en fait, options. Par exemple, le default, c'est pour attribuer une valeur par défaut à un attribut. Not null ou bien null, donc ça va préciser si on peut ou pas laisser la valeur d'un attribut vide par défaut, donc on peut accepter la valeur null. Mais il faut mentionner que en fait la clé primaire, la clé primaire ne peut pas être en fait définie comme null. On a aussi unique, ça veut dire que la valeur de l'attribut ne doit pas être en doublant dans la table. Check, c'est pour en fait contrôler les valeurs numériques et alphanumériques prises par l'attribut. Ensuite, on va mettre constraint, c'est-à-dire la clé primaire. Donc, on va préciser la clé primaire de la table. Évidemment, donc, la clé primaire, elle doit être unique et not null. On peut même préciser, donc, dans le cas où on a donc une clé étrangère avec constraint foreign voilà. Bien sûr, clé étrangère qui est en fait la clé primaire d'une autre table. Et on va la mentionner, bien sûr, dans References ici. Voilà, et on a dit, bien sûr, dans le cas où on a des clés étrangères, il faut veiller à ce qu'on crée les tables, donc en fait, qui ont cette clé étrangère comme clé primaire pour pouvoir en fait créer la table courante. Sinon, on va avoir des erreurs. Sinon, il ne va pas trouver cette table-là. D'ailleurs, donc on a fait l'exemple de la création des tables employés et services. Donc, on a commencé par la table service. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'employé, donc, il utilise le numéro de service qui est la clé primaire de la table service. Voilà. Ensuite, on a vu donc comment on peut créer une table à partir d'une autre avec l'ordre create table as select, l'ensemble des colonnes from where. Et là, donc, on a vu que, bien sûr, ça va différer en fait d'un SGBD à un autre. C'est vrai que en fait le SQL c'est une norme, mais il y a une certaine adaptation d'un SGBD à un autre. Par exemple, ici, la clé, en fait, la création d'une table à partir d'une autre avec Oracle et PostgreSQL utilise la syntaxe suivante, donc create table as select from. Par contre, par exemple, avec MySQL, donc le as, on le voit bien qu'il disparaît, donc create table, select from. Et avec SQL Server, donc il utilise select étoile into, select, donc on va dire la liste des attributs, into la table, from, into, donc en fait, dans la nouvelle table, from la table donc de copie. Je pense qu'on s'est arrêté là. Maintenant, on va voir donc l'alter table. Alter table, donc il est utilisé pour réaliser plusieurs actions. Les actions qu'on peut faire, on peut supprimer une colonne avec l'ordre drop colonne ou ajouter une colonne avec l'ordre add colonne. Toujours entre crochets, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Je peux utiliser uniquement add d'une table. On peut supprimer une contrainte avec l'ordre drop constraint ou ajouter une contrainte avec l'ordre add constraint. On peut ajouter l'ordre add une valeur par défaut à une colonne. On peut modifier le nom d'une colonne avec l'ordre rename colonne et éventuellement modifier son type avec l'ordre modify. Et ses caractéristiques, bon, nul et not ou bien not nul. Bon, il faut, en fait, certains SGBD autorisent ce type de modification, c'est-à-dire, en fait, le rename colonne et modify, et d'autres l'interdisent.
Pourquoi? Parce que si on va modifier le passage, le passage d'un type à un autre, ça peut causer, si on veut veille bien sûr à modifier le type, ça peut causer des problèmes au niveau cohérence. Donc c'est en fait pratiquement il est déconseillé de faire en fait de tels changements et l'ordre donc modify et l'ordre rename colonne sont utilisés avec précaution. Voilà la syntaxe de alter table. Donc, tout ce qu'on a en fait défini ici ou bien précisé ici, donc sont en fait dans l'ordre alter table. Donc, alter table, nom de la table, toujours entre crochets, ça veut dire que c'est optionnel. Bon, je peux utiliser la totalité comme je peux utiliser juste quelques clauses, bon, selon bien sûr le contexte d'utilisation. Donc, alter table, le nom de la table, donc add nom colonne type, donc je vais ajouter une colonne, drop colonne, donc le nom de la colonne, add constraint, c'est-à-dire je vais ajouter une contrainte, drop constraint, c'est-à-dire je vais donc supprimer une contrainte, modify, c'est-à-dire je vais modifier le type, donc avec le niveau type de la colonne, et rename colonne, donc de l'ancien nom, tout nouveau nom. Voilà. Bon, on peut faire quelques exemples ici. Donc, alter table, nom de la table, add, nom, colonne. Donc, je vais utiliser l'ajout de colonne avec, en fait, nom, colonne, type. Exemple, donc la requête suivante, elle permet d'ajouter un attribut couleur à la table produit. Donc, on va faire alter table produit, add couleur, on va donner bien sûr le type, varchar 10. On peut modifier, en fait, une colonne. Donc, alter table, en fait, nom de la table, modify, nom de colonne, et je vais mettre le type, par exemple. Donc, la requête suivante permet d'agrandir la taille de l'attribut couleur récemment ajouté à la table produit. Donc, je vais faire alter table produit, modify, couleur, et bien sûr, j'ai augmenté, au lieu de 10, j'ai mis 12 ici. Donc, j'ai augmenté la taille, en fait, la taille des champs. Voilà. Bon, ça peut causer un problème. Hein, ça peut causer un problème parce que, est-ce que vous pouvez citer, par exemple, un exemple de problème? Donc, déjà, j'ai défini, par exemple, j'ai ajouté, en fait, une colonne color. Donc, la taille des caractères, c'est 10. D'accord? Après, par exemple, si je vais modifier ici, donc en fait, au lieu de 12, je vais mettre par exemple 6 ou 5. Est-ce que ça peut causer un problème ici, dans ce cas? Oui, إذا كان عندنا des champs déjà entrés مكتوبين فيهم Voilà, 10 c'est ça, caractères c'est باش ça. تصير لنا. Voilà. Ça veut dire que si, bien sûr, on a ajouté une colonne et si on a inséré de nouvelles lignes et la taille, par exemple, la taille des valeurs correspondantes aux attributs supérieurs à 5, là, on peut avoir des problèmes. Certainement, on va avoir des problèmes. C'est ça le problème. Voilà. Donc, c'est pour ça, il te dit, donc, la modification des types, donc, c'est déconseillé et même, bon, il faut l'utiliser avec précaution. Voilà. Euh, on va faire donc la séparation d'une colonne, alter table, donc le nom de la table, drop colonne, nom de la colonne. Par exemple, la requête suivante permet de supprimer l'attribut couleur de la table produit. Donc, alter table produit, drop colonne, couleur. Voilà. On peut changer le nom d'une colonne, alter table, nom de la table, rename, colonne, ancien nom, tout nouveau nom. Donc, exemple, la requête suivante permet de renommer la colonne adresse service au lieu et en fait en lieu service. Voilà. Donc, alter table service, rename, adresse service, tout lieu service. Même, on peut changer le nom d'une table, hein, ici. Donc, on peut changer le nom d'une table avec rename, ancien nom, tout nouveau nom. Exemple, donc la requête suivante permet de renommer la table produit en article. Donc, rename produit tout article. Voilà. Maintenant,
on peut vider une table avec la clause donc truncate table, nom de la table. Donc, la requête suivante permet de vider la table. Bon, truncate table produit. Ça veut dire que on va vider la table produit. On peut supprimer la table, donc avec l'ordre drop table, nom de la table. Donc, en fait, la requête suivante permet de supprimer la table produit. Drop table produit. Alors, c'est quoi la différence entre les deux, truncate et drop, selon vous? Donc, on a dit que truncate table, ça permet de vider une table et drop table, ça permet de supprimer une table. C'est quoi la différence? Hmm. Est-ce que vous avez une réponse? Là. Mais, en fait, truncate table, ça veut dire qu'on va vider la table, c'est-à-dire la table, bon, par exemple, si on a fait la table produit. Donc, si on revient à la table produit, déjà, on n'a pas encore inséré des valeurs. Ça veut dire que la table, si initialement, elle contient, on va dire, 10 lignes. Voilà, 10 lignes d'information. Donc, si on fait drop table, donc normalement, on n'aura aucune ligne au niveau information. Mais la structure existe, c'est-à-dire toujours je vais avoir en fait la table produit, elle existe toujours, mais elle est vide. Par contre, drop table, c'est-à-dire que en fait, je vais supprimer la totalité de la table. La table, déjà, la table, en fait, c'est un objet finalement. Donc, drop table, c'est-à-dire je vais supprimer l'objet. Par contre, truncate table, c'est-à-dire que l'objet existe, mais en fait, elle est vide. Il n'y a plus aucune ligne d'information. Donc, juste, je peux vider une table avec juste un seul ordre qui est truncate table. Voilà. Donc, truncate table donc, permet de supprimer toutes les occurrences d'une table. Donc, cet ordre, il va occuper une seule ligne dans le journal. Et en cas d'annulation de cet ordre, c'est-à-dire le rollback, toutes les occurrences de la table sont récupérées. C'est-à-dire, je peux faire un rollback suite à un truncate. Voilà. Par contre, drop table, donc il permet de supprimer définitivement une table. La table à supprimer donc, ne doit pas être en cours d'utilisation par une autre personne. C'est-à-dire que moi, en tant qu'administrateur, si je veux, ou bien le propriétaire de la table, il ne peut pas supprimer la table tant qu'elle est en cours d'utilisation par une autre personne. Après un drop table, donc certaines versions de SGBD autorisent la récupération des données suite à une fausse manipulation, par exemple. Oracle à partir de la version 10. Ça veut dire que en fait, Oracle à partir de la version 10, donc il permet de récupérer la suppression d'une table. C'est-à-dire après tu fais en fait drop table. Après, si tu fais rollback, on peut récupérer la totalité de la table. Mais d'autres SGBD n'autorisent pas la récupération de données. Pour MySQL et SQL Server, donc les ordres de manipulation des tables entraînent une validation automatique commit. Ça veut dire que, en fait, avec les autres SGBD, donc si tu fais drop table, c'est comme si après, donc il y a un auto-commit, c'est-à-dire c'est comme si tu as tapé commit juste après drop table. Donc on ne peut pas récupérer les tables avec, par exemple, MySQL et SQL Server. Par contre, avec Oracle, à partir de la version 10, oui, on peut récupérer la suppression d'une table. Voilà. Vous avez compris, ça va? Maintenant, on va voir la création de synonymes. Euh, pourquoi les synonymes donc, existent? Donc, c'est pour exploiter une table d'un autre utilisateur. Donc, la syntaxe, c'est créer synonyme, nom du synonyme, for, nom de table. En fait,
la création de ce synonyme, donc ça permet de donner un nom différent à une table parce que, en fait, le synonyme, donc il permet de simplifier l'exploitation du nom d'une table qui est normalisée. Donc toujours, on doit accéder à la table avec le nom de user point le nom de la table. Donc le fait d'utiliser un synonyme, c'est en fait, tu peux, par exemple, bon, je peux donner un exemple ici. Donc, si tu as le droit d'exploiter une table, par exemple, étudiant d'un autre utilisateur, donc à chaque fois, tu dois mentionner son nom, point, le nom de la table. Son nom, point, le nom de la table. Et bon, on doit voir ça dans le contexte d'une entreprise, là où on va manipuler plusieurs tables et plusieurs objets. Et en fait, bon, là, je vais dire, ben, c'est-à-dire que par défaut, les objets, hein, toujours, donc quand on doit accéder aux objets d'autres utilisateurs, donc on doit toujours mentionner le nom de l'utilisateur, point, le nom de la table, le nom de l'objet, hein, dans le cas général. Donc, afin de faciliter en fait le travail, donc on peut utiliser les synonymes parce que dans le contexte de l'entreprise, comme j'ai dit, donc on peut être dans une situation où on va manipuler plusieurs tables de plusieurs utilisateurs. Donc à chaque fois, je dois connaître le nom du propriétaire de l'objet et bon, ça fait perdre du temps. Donc la création du synonyme, c'est je peux donner moi-même un nom pour un objet qui ne m'appartient pas. Voilà, pour la table ici. Juste une remarque, c'est que en fait, les synonymes donc, ne sont pas implémentés avec MySQL ni avec PostgreSQL. C'est-à-dire si on utilise d'autres environnements ou bien d'autres SGBD, donc sont pas, la notion de synonyme n'est pas exploitable, notamment avec MySQL et PostgreSQL. Maintenant, on va voir la création de séquences. C'est quoi la séquence? La séquence ici, donc c'est pour gérer la gestion d'un attribut clé par le SGBD. Donc c'est ça la syntaxe, créer de séquence, je vais donner un nom de séquence. Donc c'est quoi l'objectif de la séquence? Donc l'objectif c'est de permettre de désigner une colonne définie dans la table comme étant une clé primaire. Et en fait, la colonne, donc, elle est généralement de type numérique et elle est prédéfinie dans la table. Et si on crée la séquence, donc le SGBD, il va gérer automatiquement en fait l'incrémentation de cette colonne-là. Donc le système, il va s'occuper d'attribuer une valeur unique à cette colonne lors de chaque ajout de ligne dans la table. Par défaut, donc le système va créer un objet qui prend la valeur 1 et qui s'incrémente de 1 à 1. Mais on peut attribuer une valeur de départ, un pas précis ou une valeur maximale. Bon, je peux donner un exemple ici. Voilà. Bon, ici, l'objectif de la création de séquences, c'est que, en fait, c'est que je vais laisser on va laisser la délégation de la gestion de l'attribut clé au SGBD. N'oublions pas, donc, dans un contexte où, en fait, là où j'ai de grandes tables, je vais pas, donc, et je vais définir une clé primaire, je ne vais pas à chaque fois regarder à quelle position je suis arrivé au niveau attribution, parce que généralement, les clés primaires, donc, elles ont une valeur symbolique, on va dire alphanumérique, d'accord? Mais la valeur ne doit pas être répétée là, d'accord? Donc, si j'ai de grandes tables, je ne vais pas à chaque fois, donc je dois voir à quel niveau je suis arrivé au niveau attribution de la clé primaire de valeur pour continuer. Non, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une séquence et la séquence, en fait, c'est-à-dire que je vais laisser en fait la gestion de l'attribution des valeurs de cette clé, de l'attribut clé au SGBD. Voilà. C'est ça l'objectif de la séquence. Alors,
on a dit qu'on peut attribuer une valeur de départ, un pas précis ou une valeur maximale. Exemple, donc je peux créer une séquence, donc je vais donner un nom de séquence, start with, bon, exemple ici, 5, increment by 1, min value 2, max value 9999, presque c'est 1 million, on peut aller jusqu'à 1 million de lignes généralement. Hein. Et là, on a l'attribut cycle. Donc, dans cet exemple, en fait, S numéro doit être déjà créé dans la table. Hein. Donc, je vais créer une séquence sur quoi? Sur un attribut normalement clé. Donc, l'attribut clé doit être déjà créé dans la table. Hein. La séquence, donc, elle va démarrer de la valeur 5 et à chaque incrémentation d'une nouvelle ligne, donc, elle va être incrémentée automatiquement de 1. C'est-à-dire, toi, quand tu vas insérer les lignes d'information, donc, tu ne vas pas mettre la valeur de l'attribut clé. Donc, tu vas le trouver déjà, en fait, automatiquement attribué. Donc, la séquence, elle va démarrer à la valeur 5, elle sera incrémentée de 1 et ne pourra jamais être inférieure à 2 et supérieure à 99999. Et elle, en fait, en fait, l'utilisation de ce cycle pour, lorsqu'on va recommencer, on va en fait recommencer par 2. C'est ça, le cycle. Donc, ça veut dire quoi? Le cycle, si on ne veut pas que la séquence boucle, après avoir atteint la valeur maximale qui est 99999, il faut enlever l'option cycle. En fait, c'est quoi l'objectif de ce cycle? En fait, si on met cycle, ça veut dire si on arrive à cette valeur-là, après, on va pas faire le 1 million, bien sûr, on va retourner à la valeur 2. Voilà. Retourner à la valeur 2. Et après, donc, si je vais insérer encore plus 3, 4, et là, je peux avoir un problème parce que je vais attribuer une autre fois la valeur 5. C'est pour ça, il a dit ici que, en fait, si on ne veut pas avoir de problème au niveau attribution de valeur, il faut enlever, en fait, l'option cycle. Donc, dans ce cas, si on enlève l'option cycle, donc le SGBD, il va retourner une erreur lorsqu'on demandera une valeur suivante de 99999. C'est ça. C'est-à-dire, on s'arrête à cette valeur-là au niveau, c'est pratiquement 1 million de lignes, hein, c'est énorme. Hein. Donc, l'utilisation de cycle est déconseillée car la séquence peut générer des doublons. Et bon, je viens de donner un exemple. Et dans ce cas, le SGBD déclenche une erreur. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Bon. Bon, comme on a délégué en fait la gestion de l'attribut clé en fait au SGBD, en tant qu'utilisateur, je peux savoir à quelle valeur on est arrivé au niveau attribution de clé avec en fait l'option curval. Voilà. Donc l'option curval, donc par exemple, je peux faire select S numéro, bien sûr, S numéro c'est la clé primaire et on a créé une séquence sur le S numéro, point current val, from nom de la table. Donc, pour connaître la valeur actuelle d'une séquence ou faire avancer une séquence, il faut utiliser les fonctions suivantes pour Oracle. Donc, current val, ça te permet de récupérer la valeur actuelle et next val, elle va incrémenter la séquence du pas, bon, par défaut, c'est 1. Ou bien sûr, selon les valeurs que tu vas mettre ici. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la création de séquences. Maintenant, on va voir la gestion des vues. Vues, donc la syntaxe des vues, donc create view, syntaxe. On va mettre nom de la vue, as, select, des attributs, toujours entre crochets, c'est optionnel. Hein. From, donc as, select la liste des attributs. From la liste des tables, where condition logique au niveau table. Voilà. Donc,
en fait, on voit bien que la vue, c'est la création de vue, c'est à partir d'une sélection sur les tables. Voilà, ça se voit bien. Donc, la vue n'est pas un objet proprement dit, mais un résultat de requête. Regarde, si on oublie la première ligne ici, select from where, c'était une requête de sélection. Mais là, en fait, une requête que je veux peut-être réutiliser plusieurs fois, donc je peux l'enregistrer ou bien sous forme de vue. Donc la vue n'est pas un objet, mais c'est un résultat de requête. Évidemment, donc la vue n'autorise pas de mise à jour de données. En effet, les données appartiennent aux tables du select. Comme c'est un résultat de requête, c'est-à-dire sur les tables initiales, je ne peux rien mettre à jour au niveau de vue. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le résultat d'une sélection. Donc la vue n'autorise pas des mises à jour de données. En effet, les données appartiennent aux tables en fait du select. La vue donc représente à un instant T l'image des tables qu'elle utilise. Donc, elle va représenter une image sur les tables qu'elle utilise. Les vues créées peuvent être exploitées dans de nouvelles requêtes select. Il suffit de préciser le nom de la vue. De cette manière, on peut garantir la sécurité des tables. Donc voilà, donc on utilise la vue, c'est vraiment pour sécuriser les tables. Déjà, c'est un résultat de sélection sur les tables et je peux même créer des vues sur plusieurs tables en même temps. Voilà, ça c'est l'avantage des vues. Et là, c'est-à-dire que au niveau vue, je peux l'exploiter avec select. Le select, c'est-à-dire je peux mettre select le nom de la vue et je peux accéder et voir le contenu, bien sûr, qui est le résultat de sélection sur les tables. Mais au niveau mise à jour de vue, donc je ne peux pas, même au niveau mise à jour de vue, je ne peux rien mettre à jour. Pourquoi? Parce que déjà, par défaut, c'est le résultat de table. C'est pour ça on utilise le vue, c'est pour garantir la sécurité des tables. Parce que là, entre parenthèses, comme on a dit, donc en fait, les données de l'entreprise, généralement, vont être stockées sous forme de table. Donc, les données dans les tables, là, ce sont des données critiques. Donc, la modification d'une donnée, donc, elle peut, en fait, influencer sur on va dire, l'évolution de l'entreprise. Et pour cette raison, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, en tant qu'administrateur, peut-être, donc, je dois créer les vues, là, en fait, ça facilite l'accès au niveau pour les employés de l'entreprise. Et là, je garantis que mes tables sont sécurisées, c'est-à-dire au niveau modification. Et toujours donc au niveau base de données, l'étape là, déjà on a vu ça lorsqu'on a étudié l'architecture Oracle. En fait, l'étape la plus délicate, c'est la modification des données. Donc, en fait, la vue, c'est une représentation logique de la base. Donc, en fait, la vue, elle résulte d'une requête select pour un besoin spécifique et répétitif. Voilà. Et la vue, elle est considérée comme une table virtuelle spécifique pour un domaine ou une classe d'utilisateurs. Voilà. La vue n'admet pas une représentation physique parce que ce n'est pas un objet. C'est-à-dire que je ne vais pas trouver des fichiers physiques dans la base de données qui représentent la vue. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation physique. Donc, elle n'admet pas de représentation physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichiers de données qui sont spécifiques pour la vue. Voilà. Donc, ce n'est pas une table, ce n'est pas le cas d'une table. La table, donc, il y a en fait, elle admet des fichiers physiques. Donc, généralement, une vue n'est pas stockée sur un disque, mais généralement, sauf sur une demande spécifique, mais en mémoire de travail. Voilà. C'est-à-dire dans la SGA. Attention, donc certains SGBD proposent de stocker les vues sur les disques. Dans ce cas, une vue est considérée comme une table. Donc, si la vue, elle va avoir une représentation physique, donc je peux, dans ce cas, la considérer comme une table. Mais il faudrait mieux donc l'utiliser, en fait, d'une manière logique, au niveau représentation logique.
Donc, la vue, elle permet de masquer les colonnes qui contiennent des informations confidentielles dans une ou différentes tables. Évidemment, parce que c'est le résultat d'une sélection, donc je peux mettre que les attributs que je veux. Voilà, je peux masquer par exemple, des attributs, on va dire, importants, hein, qui ne doivent pas être visibles. Donc, la vue, elle permet de masquer les colonnes qui contiennent des informations confidentielles dans une ou différentes tables. Donc, l'utilisateur qui va en fait exploiter la vue ne voit que ce qu'on veut bien lui montrer en tant qu'administrateur. Hein. Donc, la vue, c'est une agrégation de colonnes issues d'une ou plusieurs tables. Et aussi, l'avantage, c'est que je peux mettre, en fait, une vue, je peux la créer à partir de plusieurs tables. Donc, je peux mettre uniquement les attributs, on va dire, que je veux, hein, et je peux mettre aussi plusieurs tables. Donc, ça facilite même l'exploitation des données. Hein. Donc, c'est vraiment à utiliser, la notion de vue. Donc, la vue, donc, comme j'ai dit, elle permet de simplifier pour un utilisateur la base de données. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître l'ensemble du schéma, c'est-à-dire tout le schéma de la table, mais simplement quelques éléments spécifiques utiles dans son métier. Voilà. Bon, on peut mettre là un exemple. Donc, j'ai la table chambre constituée par les champs suivants. Donc, ID chambre, hôtel, type chambre, numéro chambre, commentaire. Et la table type chambre, donc ID constituée par les champs ID type chambre, nombre de lits, type de lit et description. Là, je peux créer une vue V chambre, desk, description, à partir des deux tables chambre et type chambre. Donc, create view, V chambre, desk, as. Voilà. Bon, ici, il y a des attributs parce que peut-être en commun. Donc, je dois toujours mentionner le nom de la table, point, le nom du champ, etc. Donc, je peux sélectionner juste les attributs que je veux. From chambre, type de chambre, where, donc la condition de jointure ici, en fait, il y a type de chambre, point ID chambre, égale type de chambre, point ID type de chambre. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple pour montrer qu'on peut créer des vues à partir de plusieurs tables. Et lorsque, bien sûr, une fois créée, la vue V chambre desk, donc je peux la visualiser comme ça. Donc, je fais select étoile from V chambre desk, description, et ça me montre en fait la vue qui est bien sûr le résultat de sélection sur plusieurs tables, sur des colonnes bien spécifiques. Et là, bon, j'ai spécifié la condition de jointure, c'est sûr. Voilà. Pour supprimer, je peux supprimer une vue, donc drop view, nom de la vue. Donc la requête suivante permet de supprimer la vue V chambre desk que je viens de construire. Donc drop view V chambre desk. Donc drop view permet de supprimer une vue et son contenu définitivement. Il est impossible de récupérer une vue suite à un drop. Ça veut dire que, en fait, si je fais rollback après un drop sur les vues, je ne peux pas récupérer en fait la vue. Non. Ça, c'est au niveau administration. Cet ordre donc n'a aucune influence sur les tables qui sont utilisées dans le select lors de la création de la vue. Et ça, c'est ce qu'on a dit parce que ça, en fait, on ne va pas toucher au contenu des tables. Donc, juste la vue qui va être supprimée, mais les tables, en fait, sont sécurisées et elles existent encore. Voilà. Ça va, vous avez compris la vue? Je peux passer? Ça va, vous avez des questions ou bien je continue? Mais ça va. D'accord. Maintenant, on va voir la gestion des index.
C'est quoi les index et l'intérêt? Euh, euh, Création d'index, donc création de fichiers physiques associés. Ça veut dire que l'index, toujours quand on dit création de fichiers physiques, c'est-à-dire que c'est un objet finalement. Donc l'avantage de l'index, c'est quoi? On va rattacher à certaines colonnes, rattacher à certaines colonnes d'une table et accélérer l'accès aux données par le SGBD. C'est pour optimiser le temps de réponse. Alors pourquoi on crée l'index? Donc revenons toujours dans le cas en fait d'une entreprise. Là, on a en fait des données donc stockées dans des tables. On peut avoir des milliers de lignes là. Donc, pour accéder à l'information, donc on va mettre un temps de réponse énorme. Donc, pour faciliter en fait l'accès à l'information, on va créer des index. Donc, c'est ça l'objectif des index. C'est pour accélérer la recherche d'informations. C'est pour ça. Et donc, l'index, on va le rattacher à, bien sûr, sur les colonnes, sur certaines colonnes. Alors, on va rattacher à certaines colonnes d'une table un ou plusieurs index, on peut le mettre. Hein. C'est pour accélérer l'accès aux données par le SGBD et optimiser le temps de réponse. L'inconvénient d'utiliser, bien sûr, l'index, parce que, bon, au niveau inconvénient, donc, il y a la création de fichiers physiques, donc il y a un espace mémoire dans la base de données. On doit mettre à jour l'index à chaque modification de la table. Bon, ça, c'est un inconvénient majeur. C'est-à-dire, à chaque, en fait, modification de la table, mise à jour sur la table, je dois aussi mettre à jour l'index à laquelle il est rattaché. Pour cela, donc, peut alourdir le temps de traitement du SGBD lors de la saisie des données. Voilà. Bon, ça, au niveau inconvénient. Donc, finalement, bon, il est conseillé de créer des index sur quoi? Sur les colonnes qui sont déclarées en primary key, c'est pour accélérer la recherche, ou bien les colonnes qui sont déclarées en foreign key, hein, ou bien sur les colonnes les plus accédées, ou bien sur les colonnes qui servent de jointure entre les tables. Bon, ça, c'est la syntaxe de création d'index. Create, ici unique, c'est pas obligatoire. Create index, nom de l'index, en table et attribut, la liste des attributs. Bon, l'option unique, donc elle permet d'interdire la présence des doublons. Déjà, on l'a vu dans la création de table pour les valeurs de la colonne. L'option donc ASC et desk, donc permet de définir un ordre ascendant qui est ASC, qui est bien sûr la valeur par défaut, au descendant desk de classement des valeurs présentes dans la colonne. Bon, on peut mettre un exemple. Exemple, donc, create index prod idx on produit labelé desk. Voilà, c'est-à-dire on va créer l'index qui s'appelle prod idx sur la table produit sur la colonne en fait, libellé. Et en fait, le résultat de cet index, c'est d'une manière descendante au niveau recherche, bien sûr, d'informations. On peut supprimer un index avec drop index, le nom de l'index. Bon, la requête suivante permet de supprimer l'index prod index, donc drop index prod idx. Voilà. Donc le drop index, ça permet de supprimer l'index définitivement et il est impossible de récupérer l'index suite à un drop. Donc c'est la même chose que pour la vue, c'est-à-dire si je fais drop index et après je fais rollback, je ne peux pas récupérer l'index. Hein. Un utilisateur ne peut supprimer que les index qu'il a créés lui-même et les index que l'administrateur de la base de données lui a autorisé. Bon, ça au niveau administration. C'est-à-dire, c'est lui parce que finalement, c'est l'index, on a dit, c'est un objet et en fait, il y a un objet, donc toujours un objet, et là, un propriétaire. Voilà. Maintenant, je vais passer au LMD, langage de manipulation de données. Ça va jusqu'à présent? Je continue? Vous avez compris la notion d'index?
c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. LMD, donc langage de manipulation de données. Bon, manipulation de données, donc insertion de données. L'insertion de données avec l'ordre insert. Et évidemment, donc après la création, donc première étape, c'est la création des objets, généralement les tables. Après, donc on doit insérer les données sur les tables. Voilà. Donc c'est l'insertion de données avec l'ordre insert. C'est la première étape à faire après la création de la structure de la table. Et après, donc l'alimentation de la table insert par des valeurs, on peut procéder à l'interrogation des données avec select. C'est-à-dire, bien sûr, première étape, c'est création, ensuite insertion des données pour finalement utiliser l'ordre select, c'est pour l'interrogation des données. Il est possible de remplir une table à partir d'une autre lors de la création de la table. Déjà, on l'a vu. Donc, créer table as, tout à l'heure, on a créé une table à partir d'une autre. Donc, on va commencer par au niveau insertion de données. C'est ça la syntaxe de l'insertion de données sur les tables. Donc, insert into, nom de la table, et je vais mettre en fait la liste des attributs, values, la liste des valeurs. Donc, cette clause, elle permet d'insérer ligne par ligne, quoique il est possible d'insérer plusieurs lignes à la fois en séparant les lignes de valeurs par des virgules. Lorsque les valeurs de tous les attributs sont fournies dans values, l'énumération de l'ensemble des colonnes deviennent facultatives dans insert into. Ça veut dire que si, en fait, je vais vraiment insérer les n valeurs, parce que généralement, la valeur 1, elle correspond à la colonne 1, valeur 2, colonne 2, etc., valeur n, colonne n. Donc, dans le cas où je vais insérer toutes les valeurs, je ne suis pas obligé de mentionner la liste des colonnes ici après le nom de la table. Donc, devient facultatif. Mais en fait, il faut absolument que les valeurs soient dans l'ordre des colonnes dans ce cas précis. Voilà. Mais il faut absolument que les valeurs soient dans l'ordre des colonnes. Voilà. Parce que là, je peux commencer par exemple colonne 2 après colonne 1. D'accord? Mais donc, ça devient la valeur, ça devient ici, je dois mettre la valeur 2 avant la valeur 1. Mais dans le cas où je n'utilise pas, en fait, la liste des attributs, donc je dois les mettre dans l'ordre. Voilà. Les colonnes omises, c'est-à-dire dans lesquelles je ne vais pas mettre des valeurs, prendront par défaut la valeur null. Il faut faire attention, bien sûr, aux contraintes d'intégrité lors de la définition de la table. Colonne omise ne doit pas être, bien sûr, clé primaire. Ça, ce sont des contraintes d'intégrité. Colonne omise ne doit pas être aussi une clé étrangère. Elle ne doit pas être déclarée comme étant aussi not null. Elle ne doit pas être aussi déclarée comme étant unique. On va revenir sur l'exemple qu'on a fait l'autre fois. On a fait la création des tables employés et services. Maintenant, on va voir. Bon, ça, c'est pour rappeler la création de la table. Donc, on a commencé par la table service. Ensuite, on a créé la table employé. Maintenant, par exemple, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter la table employé. Donc, employé qui est constitué, donc voilà, c'est son chemin relationnel, matricule, clé primaire, nom employé, poste, date d'embauche, salaire, commission et numéro de service qui est une clé étrangère et la clé primaire la table service. Alors, je peux insérer, par exemple, regardez, insert into employé, values. Donc, comme j'ai dit, je peux insérer plusieurs lignes, voilà, entre parenthèses. Là, en fait, je n'ai pas mis toute la liste des attributs, donc en fait, la liste des colonnes, ça veut dire que je vais mettre toutes les valeurs. Hein. Regardez, donc par ordre, donc ça c'est en fait matricule, nom, poste, date d'embauche, salaire. Et si je n'ai pas de valeur, donc je dois mettre 2 virgules de suite, ça veut dire que ici, la commission, elle n'a pas de valeur.
Et finalement, donc, numéro de service. Donc, je vais insérer virgule. Ça, c'est une première entrée. Je vais faire de même une deuxième entrée, troisième entrée, etc. Je vais mettre, en fait, un ensemble d'entrées. Donc, pour les valeurs dans lesquelles je ne connais pas, je ne peux pas, en fait, insérer, je ne connais pas la valeur de l'attribut, donc je dois mettre ici, virgule, de suite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ici mentionné la liste de tous les attributs. Ça veut dire que je vais mettre toutes les valeurs. Bon, après, donc, si je fais select étoile from employé, je vais avoir donc cet affichage-là. Voilà. J'ai inséré toutes ces lignes-là. Bon, je peux, en fait, bon, je vais insérer une nouvelle ligne. Voilà, insert into employé, values. Donc, ça, je vais insérer cette ligne-là. Et je vais insérer une autre ligne, insert into. Là, regardez, je n'ai en fait, je vais insérer un nouveau employé, mais je connais uniquement que le matricule, nom et numéro de service. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà, les trois attributs. Et values, les trois valeurs, donc relatifs à ces trois attributs. Par défaut, la première valeur, c'est pour le premier attribut mentionné ici. Deuxième valeur, c'est pour le deuxième attribut. Troisième valeur pour troisième attribut. Et quand je fais, en fait, select étoile from employé, donc normalement, c'est ces deux lignes qui vont être ajoutées. Et pourquoi là, il ne faut pas oublier que toujours la matricule ne peut pas avoir en fait, valeur nulle et aussi la clé étrangère, la même chose. Voilà. Mais ici, comme je n'ai pas mentionné de valeur, donc ça va être vide, mais pour le SQL, ici, c'est la valeur nulle. Hein. On peut insérer une table à partir d'une autre table. Déjà, on a vu ça lors de la création de table. Hein. Create table, nouvelle table. Donc, as select, la liste des colonnes. Voilà. From, table à copier, where, condition logique au niveau type. Donc, on a vu déjà ça lors de la création d'une table. Voilà. Et on a vu même que, en fait, elle diffère d'un SGBD à un autre. Par exemple, la syntaxe avec Oracle et PostgreSQL, c'est create table, donc le nom de la table, as select, les listes des attributs, from, en fait, la table. Mais avec le MySQL, donc on a dit que le as, il disparaît. Avec SQL Server, donc une autre requête, select la liste des attributs into dans la table, from, la table en fait à copier. Maintenant, exemple, donc on suppose qu'on vient créer une table commerciaux avec un schéma identique de la table employée. Donc, on veut remplir en fait uniquement cette nouvelle table avec les employés du service commercial numéro 40. Donc, ça veut dire que je vais donc, ça, c'est la table employée. Voilà. Je veux créer une autre table qui s'appelle commerciaux, mais qui contiennent, en fait, à partir de la première table ici, employés, mais qui contiennent uniquement les employés qui travaillent dans le service numéro 40. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais normalement? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez une solution? Je vais créer table commerciaux. أيوة. لا مش عم truncated. Ah, select, oui, c'est ça. On va créer une table à partir d'une autre. T'as compris? اما ما كيفاش نهز جوست لي كولون الشيما نتاعها معناتها مش لي دوني Les اللي tables commerciaux, à select, je peux mettre étoile, hein, from
from employé where numéro de service égale 40. C'est ça ou non? Ouais. Ou bien insert into, ça dépend quel SGBD, hein. En fait, on utilise, hein, mais les deux, ça marche, hein. D'accord? Donc, insert into commerciaux, par exemple, select. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé, j'ai pas mis la quatrième exemple, donc c'est pas grave. Donc, insert into commerciaux, select étoile from employé ou le numéro de service égale 40. Ou bien créer table, voilà, parce qu'on utilise Oracle, donc créer table commerciaux à select étoile from employé where commerciaux est égal, where en fait numéro de service égale 40, c'est ça. D'accord? Et par la suite, donc, on peut vérifier le résultat en affichant la commande suivante. Donc, select étoile from commerciaux. Bien sûr, je vais avoir uniquement, hein, à partir de l'exemple précédent, en fait, les employés qui appartiennent au service numéro 40. Donc, ça, c'est-à-dire j'ai créé une table à partir d'une autre table. Maintenant, on va voir, donc on a fait l'ordre insert. Bon, ici, j'ai utilisé insert parce qu'on est en train de faire, en fait, les insertions, hein. Mais je peux utiliser l'un ou l'autre, c'est juste, hein. Maintenant, au niveau mise à jour de données avec l'ordre update. Donc, je peux mettre à jour, bien sûr, 1 à 1 colonne d'une table et 1 à M ligne avec le même ordre. Lors de la mise à jour, donc, il est possible d'ajouter des restrictions avec la clause where. Il est conseillé donc, de faire un select avant de faire un update pour vérifier le nombre de lignes impactées par cette modification. Dans Oracle, donc, en cas d'erreur, il est toujours possible d'exécuter un rollback juste après l'update afin de rétablir les données initiales. C'est-à-dire toujours donc, le rollback, je peux l'exploiter après un update pour rétablir les données initiales. Voilà. Bon, la syntaxe de update, donc update, nom de la table, set, colonne 1, valeur 1, etc. jusqu'à colonne n, valeur n, where, condition logique au niveau type. Bon, on peut faire un exemple ici. Donc, toujours, on va travailler avec la table employé. Exemple, donc la requête suivante permet d'augmenter le salaire des techniciens de 10%. C'est-à-dire, voilà, si je vais revenir ici, ce que je veux faire, je veux ici, donc les techniciens, le poste technicien, donc je vais augmenter leur salaire de 10%. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, j'ai deux ici techniciens, donc normalement, leur salaire, chacun leur salaire, donc son salaire va être augmenté de 10%. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire donc ici? Donc, on va utiliser update. Le nom de la table, c'est quoi? Employé, set salaire. Donc, voilà, égale salaire plus salaire fois 10%, where poste égale technicien. Et quand je mets après, donc voilà, en fait, le select étoile, bien sûr, from employé. Donc, je vais voir donc, ces modifications-là au niveau technicien. En fait, il faut faire attention au niveau mise à jour des données. Regardez, si je fais cette requête-là, regardez, insert into employé, set salaire égale 900. C'est quoi le résultat? Insert into employé, set salaire égale 900. Ça veut dire quoi ici? Les employés, le col, je pense, salaire de 900. Voilà. Dans ce cas, il faut faire attention. Donc, les employés cool, tous les employés auront 900 en fait comme salaire. Donc, toujours, il faut faire attention au niveau en fait mise à jour de données. Là, j'ai en fait, c'est pas c'est update, hein.
Ce n'est pas insert. Update ici. Voilà. Alors, maintenant, on va voir l'ordre delete, hein, qui permet de supprimer donc 1 à n lignes d'une table, et il est possible donc de supprimer toutes les lignes de la table si on n'utilise pas la clause where, c'est sûr. Dans Oracle, en cas d'erreur, il est toujours possible d'exécuter un rollback juste après delete afin de rétablir les données initiales. Alors, la syntaxe de delete from, le nom de la table, where, condition logique au niveau tuple. Donc, bon, si on va prendre l'exemple, donc on va éliminer l'employé dont le numéro de sa matricule est 42 71 057. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Delete from employé, where matricule égale donc 42 71 054. Donc, dans ce cas, regardez, donc il ne va plus figurer dans la liste des employés. Il faut faire en fait attention lors de la suppression de données, parce que si on fait delete from employé, donc que se passe-t-il? Delete from employé et point virgule, que se passe-t-il? Les employés à l'école. Voilà. Donc, je vais avoir pratiquement, c'est comme si j'ai fait truncate sur la table employé. Maintenant, on va voir le langage d'interrogation de données, bien sûr, avec select. Donc, on va voir l'ordre select qui permet d'extraire les lignes d'une ou plusieurs tables. Donc, on va voir les requêtes simples, les requêtes complexes, c'est-à-dire qui impliquent plusieurs tables, et les requêtes imbriquées. L'ordre select, donc, il permet de transformer les données par l'utilisation des fonctions. Donc, lorsqu'on va utiliser les fonctions, donc, en fait, dans l'ordre select, c'est-à-dire qu'on va transformer les données. On ne va pas modifier les données. Il faut faire attention. On peut réaliser des calculs avec l'ordre select. Donc, l'ordre select ne permet pas la mise à jour des données. Donc, voilà la syntaxe de l'ordre select. Select, ici, donc, étoile ou bien distinct all, ça, la liste des attributs. From, table source, donc ça, c'est obligatoire. Select from, et les autres sont facultatifs, hein, optionnels. Where, condition logique sur les types. Le group by, donc, regroupant sur les attributs. Having, condition ou restriction sur le groupe. Order by, tri sur les attributs. Voilà. Donc, on va décrypter pratiquement clause par clause. Donc, select étoile, distinct all attributs. Donc, étoile, bien sûr, ça sélectionne tous les attributs. C'est pratique lorsqu'on ne connaît pas le nom des colonnes. On peut connaître le nom des colonnes d'une table. On peut utiliser desk, le nom de la table. Donc, desk, c'est-à-dire description. Je fais desk employé, ça me donne en fait la liste des attributs de la table employée. Distinct all, donc distinct, donc ça permet d'éliminer les doublons dans le résultat. Et all, qui est la valeur par défaut, donc ça permet de garder les doublons. Les attributs, donc en fait, la liste des attributs qui vont figurer dans le résultat. En fait, une remarque, si on a des attributs qui portent le même nom, mais appartiennent à des tables différentes, donc il faut toujours ajouter le nom de la table devant le nom de l'attribut. Donc toujours, on va accéder, si on a ambiguïté au niveau nom de table, c'est-à-dire que en fait, on va trouver un attribut commun ou qui porte le même nom sur deux tables différentes. Et généralement, c'est un attribut qui est une clé primaire dans une table, clé secondaire dans une autre table. Donc, il faut toujours,
en fait, accéder à cet attribut à travers le nom de la table, point le nom de l'attribut. On peut attribuer un alias pour certains attributs. On peut donner nous-mêmes donc un alias au niveau résultat sur les attributs. On peut utiliser une expression, c'est-à-dire des fonctions prédéfinies sur les attributs. Donc, select, on a vu select, from, donc table, donc les tables sources, donc désigne les relations à partir desquelles les données seront extraites. Et where, condition logique sur les types. Donc, condition, ça va spécifier les critères de sélection sur les types. Évidemment, donc, la clause where peut même comporter un nouveau order select. On parle de requête imbriquée. Lorsque les critères de sélection concernent les fonctions de groupe, donc on utilise la clause having, à voir par la suite. Déjà, on va voir ça par la suite. Donc, on utilise en fait, des critères de sélection sur les groupes. On a les fonctions en fait de groupe. Donc, si on a des critères sur les fonctions de ces groupes-là, donc on va les mettre dans la clause having. Group by, donc c'est en fait regroupement sur les attributs. Group by, donc elle va partitionner la relation en groupe. Elle supprime les doublons dans le résultat. Donc, dans le cas où je fais faire group by, ce n'est pas la peine d'utiliser distinct dans le select parce que en fait, automatiquement, le group by, il va supprimer les doublons. Il autorise le calcul sur les attributs sélectionnés. L'ordre select, dans le cas où on utilise un group by, doit contenir uniquement les attributs sélectionnés dans le group by et les fonctions de groupe qui font l'objet d'un calcul. Voilà. Là, cette remarque, elle est importante. Je vais revenir sur ça lorsqu'on fait les quelques exemples. Hein. Donc, les fonctions de groupe qui font l'objet d'un calcul. Donc, les fonctions exploitent des attributs comme des paramètres d'entrée. Bon. Having, donc, c'est conditions ou restrictions sur le groupe. Having, donc, il va spécifier les critères de sélection concernant les fonctions de groupe. Le filtrage de la classe having peut porter sur les conditions de groupe. Et finalement, donc, on a un order by. Order by, donc, on peut, pour faire le tri sur les attributs, donc order by, il permet de trier sur n'importe quel attribut d'une table. Les attributs de tri ne sont pas forcément présents dans le select. Le tri peut se faire sur des nombres, des chaînes de caractères, des dates, etc. Les résultats donc, sont obtenus dans un ordre ascendant qui est par défaut, ou bien un tri, donc il peut être descendant. Ça, c'est une remarque importante et on va la voir aussi après dans les exemples. Donc, l'ordre de placement des attributs dans le order by est très important. Donc, la syntaxe, c'est order by, attribut 1, ascendant ou descendant. Par défaut, c'est ascendant, virgule, attribut 2, etc. Lorsqu'on veut faire, en fait, un tri sur plusieurs attributs. Bon. Ça, donc, on vient de décrypter les clauses de la syntaxe select, mais lors de l'exécution, en fait, de la requête, donc le moteur SQL, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, la première chose, donc, il va éliminer les types qui ne satisfont pas aux conditions web. Après, il va constituer les groupes à travers les attributs qui se trouvent dans le groupe by. Après, il va appliquer le having et finalement, il va appliquer le tri selon l'ordre descendant ou bien ascendant. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau exécution. Donc, le moteur SQL, il exécute de cette manière-là. Donc, en fait, d'abord, il va travailler sur le where. Ensuite, il va constituer le groupe. Ensuite, il va voir le having, au niveau having. Et finalement, il va faire le tri. Alors, vous avez étudié l'année dernière l'algèbre relationnelle? السمستر اللي فات شوي. Ben, ok.
Parce que là, on va utiliser donc SQL et les opérations de l'algèbre relationnelle. Soit le schéma relationnel, donc R1, donc j'ai quatre schémas relationnels. R1, donc il y a les deux attributs A, B. R2 aussi, il y a les deux attributs A, B. R3, donc il a l'attribut A et C. Et R4, B. Alors, on va en fait étudier les opérations, ces opérations-là. L'opération de projection. Ça veut dire quoi, projection? Ça veut dire que, en fait, par exemple, je vais sélectionner, je vais faire une sélection sur les attributs, sur, par exemple, la requête sur la table R1, mais en fait, sans aucune condition. Lorsqu'on n'a pas une condition sur la table, on dit que c'est une projection. Par contre, une sélection, c'est quoi? En fait, c'est une projection, mais je dois ajouter une condition sur les tables. Voilà. Donc, je dois ajouter le where. Le produit cartésien. Produit cartésien, en fait, si je prends par exemple R3 et R4, je vois qu'il n'y a aucun attribut en commun entre les deux attributs. Si je fais select étoile from R3, R4, c'est comme si je vais faire un produit cartésien entre les deux tables. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire quoi, produit cartésien? Bon, je vais donner un exemple. Si, par exemple, en fait, R3, la table R3, elle contient 3 lignes et R4, elle contient 4 lignes. Combien je vais avoir ici de lignes au niveau résultat? Combien de lignes? Donc, je vais avoir 12 lignes, puisque ici, 3 lignes, c'est-à-dire 3 lignes, je vais les répéter. Pour chaque ligne, il va être répété 4 fois. C'est ça, au niveau affichage. Donc, finalement, je vais avoir 12 lignes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le produit cartésien. Après, donc, on a la jointure. Donc, select, exemple de jointure, select étoile from R1, R3. Donc, si je vois R1 et R3, ils ont un attribut A en commun. Donc, il y a une condition de jointure que je vais mettre. Donc, where R1.A est égal à R3.A. L'union, donc, en fait, l'union, donc, c'est select. En fait, quand je vais faire l'union, normalement, je dois faire l'union sur deux relations qui ont en fait le même schéma relationnel. Si je vois ici R1 et R2, ils ont le même schéma relationnel, c'est-à-dire pratiquement les mêmes attributs. Donc, je peux faire l'union sur en fait ces deux relations-là. Donc, je vais faire select étoile from R1, union, select étoile from R2. La même chose pour intersect. Donc, je ne peux faire l'intersection que sur deux en fait, relations qui ont le même schéma. Donc, sur R1 et R2 dans ce cas-là. Donc, select étoile from R1, intersect, select étoile from R2. La différence, en fait, la même chose, je ne peux faire la différence que sur deux en fait, relations qui ont le même schéma. Donc, je peux faire select étoile from R1 minus, c'est-à-dire c'est la différence, comme si j'ai fait R1 moins R2. En fait, select étoile from R2. Elle est annotée, donc il faut faire attention, c'est pas commutatif, c'est-à-dire R1 moins R2, c'est pas R2 moins R1. Bon, et finalement, donc, la division, elle est un peu complexe. Peut-être on va faire ça sur un exemple, c'est mieux au niveau compréhension. Alors, évidemment, donc, ça, si je fais, donc, je vais revenir ici.
si je fais select étoile from employé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau opération de l'algèbre relationnelle ici? Par rapport à l'opération de l'algèbre relationnelle, qu'est-ce que j'ai fait? Projection, là. Voilà, projection. Il n'y a pas de condition, donc comme c'est ça. Donc, j'ai fait une projection. Alors, maintenant, je vais faire select matricule non employé from employé. La même chose, donc il n'y a pas de condition, donc c'est une projection. Voilà. Mais dans le premier cas, c'est toute la table, mais ici, sur projection sur uniquement matricule et non employé. Alors, maintenant, si je fais select distinct post from employé, donc qu'est-ce que je vais faire? باش نحيو ريبيتيسيون هكا. Exactement. En fait, avec un erreur de départ, normalement, si je mets pas distinct, normalement, je vais avoir secrétaire, comptable, technicien, commercial, ingénieur. Mais dans le cas où je vais mettre distinct, c'est-à-dire je ne vais pas faire de répétition. Donc, en fait, dans ce cas, je vais avoir secrétaire, comptable, technicien, commercial, ingénieur. C'est ça. C'est pour éliminer les doublons. C'est pour ça qu'on utilise le distinct. Alors, après, donc, dans la clause where, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser donc les opérateurs de comparaison, donc habituels, égal, différent. Différent, ça peut être comme ça ou comme ça, mais généralement, dans Oracle, je pense que c'est ça. Donc, inférieur ou égal, supérieur ou égal. On peut utiliser les connecteurs logiques, OR et AND, l'opérateur de négation NOT, comparaison logique is not true ou bien is true, is not false ou bien is false. Comparaison avec la valeur is not null ou bien is null. Comparaison à un intervalle, donc attribut not between ou bien between, valeur inférieure and valeur supérieure. On peut faire une comparaison partielle de chaînes de caractères, donc attribut not like ou bien like chaîne. Et en fait, finalement, je peux faire une comparaison à une liste de valeurs, attribut not in ou bien in liste de valeurs. Alors, on va utiliser ça dans la clause where. Bon, si je fais select étoile from employé where salaire inférieur à 700, bien sûr, je vais, en fait, ça, on appelle ça, c'est une sélection parce qu'il y a une condition. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait uniquement, en fait, en résultat, donc uniquement les employés qui ont un salaire inférieur à 700. Si je veux, en fait, sélectionner les employés du service numéro 30 embauchés après 2010. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois faire select, en fait, étoile from employé, where numéro de service égale 30 et embauché après 2010, ça veut dire que and, on comprend là, and, donc la date d'embauche, elle est supérieure 2010, c'est-à-dire que supérieure à 31/12/2010. Bon, là, juste, je dois vous donner une remarque. Il faut faire attention au niveau les valeurs des attributs. Par exemple, ici, le format de date utilisé, c'est ça. Surtout pas, si vous allez mettre date d'embauche supérieure à 2010, ça va retourner une erreur. Pourquoi? Parce qu'il utilise ce format de date au niveau, en fait, au niveau donc valeur. On peut même utiliser donc les comparaisons de chaînes de caractères avec les opérateurs not like ou bien like. En fait, si on va faire les comparaisons sur les chaînes de caractères, donc dans le where, on va utiliser la clause like. Donc avec like, on peut utiliser les caractères spéciaux suivants. Donc en fait, pourcent ou bien étoile, ça va remplacer une séquence de caractères. Le tiré bas ou bien le point d'interrogation, donc ça va remplacer un seul caractère. Et
le moins ici. Donc, elle va sélectionner les caractères dans un intervalle. Alors, on va faire quelques exemples. Donc, on veut sélectionner les employés dont le nom commence par A ou se termine par petit a. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, dans le where, donc on va utiliser le like ici. Like. Donc, on va faire select étoile from employé. Where non, non employé. Like A étoile. C'est ça. Donc, ça commence par A. Mais le reste, donc, en fait, ça va remplacer, en fait, l'étoile, la séquence de caractères. Donc, mais ça doit commencer par A ou bien, donc, or, non employé, donc, like, pourcent A. C'est-à-dire ça, il commence par A et bon, pour le reste, ça m'intéresse pas. Donc, même au niveau taille, au niveau le nombre de caractères, mais ça commence par A. Or, non se termine par A, c'est-à-dire, donc, je vais faire pourcent A. Comme ça, donc, je vais voir au niveau résultat. Donc, le nom, en fait, ça termine par A, termine par A. Par contre, ici, ça commence par A. Maintenant, je veux les employer dans... Oui, اللايك ما نجموش نعطيوها une liste de choix معناتها نحلوا بعد اللايك بارونتيز نعطيوها A% فيرجول بورسون بتيتا وتختار واحدة منهم هي. لا non, باهي. non. Les employés dans la deuxième lettre du nom et eux. Comment on va faire maintenant? Je veux sélectionner les employés dans la deuxième lettre du nom et eux. Select étoile from employé where non like Nom employé, like. Oui. le caractère Point point d'interrogation. d'interrogation E Oui. ou étoile. Étoile. Voilà. Ou bien Teriba. Tu as le choix. Donc, ce qu'on a vu, voilà, point d'interrogation, ou bien Teriba, ça va remplacer un seul caractère. Pourcent ou l'étoile, ça remplace une séquence de caractères. Alors, voilà, donc, voilà, je vais avoir ça. Donc, la deuxième lettre, c'est du nom, c'est E. Maintenant, je veux sélectionner les employés dont le nom commence par L ou par M ou par N ou par O. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Normalement, where, je vais faire nom employé, like, L étoile, or, nom employé, like, M étoile, or, nom employé, like, N étoile, or, nom employé, like, O étoile. Alors, en fait, je vois bien ici que L, M, N, O, donc c'est en fait, c'est on va dire, après le N dans l'alphabet, je vais trouver le M, après le N, après le O. D'accord? Donc, dans ce cas, je peux utiliser en fait cette fonction-là. Donc, where non like, where non employé, like, L, voilà, O et pourcent. C'est-à-dire, ça remplace L, L étoile ou bien L%, or non employé like M étoile ou pourcent, ainsi de suite.
D'accord, vous avez compris. Donc, en fait, la liste, cette liste-là, d'ailleurs, on voit bien. Donc, ça commence par N, O, M, L. Voilà. Je pense, Shadi, c'est ça ce que tu veux dire tout à l'heure. Hein? مش بالضبط Ça, tu as compris ça? اي كيما السنتكس عملوها في لينكس هكا. Mhm. Voilà. Maintenant, on veut sélectionner les employés qui touchent un salaire entre 700 et 1000 dinars. Alors là, bien sûr, je peux mettre where, bien sûr, salaire supérieur à 700 and salaire inférieur à 1000, ou bien je peux mettre where salaire between 700 and 1000. Donc, les deux sont, sont corrects. Voilà. Donc, ça va me retourner les employés qui touchent un salaire entre 700 et 1000. Maintenant, je veux les employés qui occupent le poste de comptable ou de commercial ou technicien. Donc, poste, ça doit être comptable ou commercial ou technicien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Select étoile from employé where post in ونعطيه les Voilà, options. je peux mettre in et where post in, en fait, je peux mettre la liste des valeurs. Ou bien je peux utiliser where post égale comptable, voilà, or, avec en fait, avec le or, hein. Poste égale commercial, or, ainsi de suite. Voilà l'exécution. Maintenant, je veux les employer dont le montant de la commission est indéterminé. Bon, on voit bien que certains employés n'ont pas de commission. Donc, je veux les employer dont le montant de la commission est indéterminé. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Select étoile from employé where comme is null. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Donc, c'est ça. Donc, ça va me retourner les employés qui n'ont pas de commission. Maintenant, je veux la liste des employés triés par un ordre alphabétique des noms. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, select étoile, je peux from employé, order by, c'est pour l'ordre alphabétique. Nom de l'employé, ASC, bon, qui est par, en fait, défaut. Hein. Je peux ne pas le mettre, cette caractéristique, parce que c'est cette option, parce que c'est par défaut, c'est un ordre ascendant. Donc, ça va me trier le résultat avec un ordre ascendant sur les noms. Maintenant, donc la liste des employés est triée par ordre croissant de la date d'embauche et par ordre décroissant des salaires. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, donc, je vais faire order by date, donc embauche, ordre croissant, donc ASC, ou bien je peux rien me mettre, virgule, salaire, donc salaire, desk, c'est ça. Voilà. Donc, je vais avoir ce résultat. Regardez. Est-ce que si je fais select étoile from employé, where date d'embauche, where from employé, order by, salaire, desk, virgule, date d'embauche, ASC, est-ce que ça va donner le même résultat? C'est-à-dire, si j'inverse ça, c'est-à-dire salaire, desk, je vais le mettre en premier, ensuite suivi de date d'embauche. Est-ce que ça va donner le même résultat? Normalement, là. Normalement, là, c'est non, c'est catégorique.
Parce que le tri, comment s'effectue? Regardez. Le tri s'effectue d'abord sur, ici, hein, d'abord sur la date d'embauche. Le tri s'effectue sur la date d'embauche en premier lieu. En cas où j'ai en fait une égalité au niveau date d'embauche, là, je vais voir le deuxième lieu, c'est le salaire. Donc, regardez ici, même au niveau salaire, si tu vois le salaire, donc en fait 625, ensuite 500, ensuite 820, c'est pas, on voit bien que c'est pas vraiment très trié. Mais pourquoi? Parce que là, order by, mais vous voyez, la date d'embauche, elle est certainement triée d'une manière ascendante. Mais en cas, j'ai donc ici 12-3, 2008, 22-10, 2009, 20-10, 2010, 13-12, 2010, 14-1, 2011, 14-1, 2011. Ah, là, j'ai en fait une égalité sur la date d'embauche. Dans ce cas, je vais voir deuxième paramètre qui est salaire desk. C'est pour ça que j'ai mis donc salaire desk, c'est-à-dire je dois mettre celui qui a le salaire le plus élevé en premier lieu. C'est pour ça que j'ai mis en fait cette ligne, Ali ingénieur, avant cette ligne. C'est pour ça. Parce que salaire desk. Mais au niveau tri, donc il faut faire attention, il faut comprendre le tri. Donc toujours, donc l'ordre ici dans order by, c'est important. Donc je dois mettre, donc le tri, ça va être effectué sur le premier attribut qu'on va mettre dans l'order by. En cas d'égalité, on va voir le deuxième attribut. En cas d'égalité, on va avoir le troisième attribut, ainsi de suite. Vous avez compris la remarque? Oui. D'ailleurs, juste pour revenir ici, pour vous montrer donc ce que j'ai mis tout à l'heure, voilà, order by, voilà, l'ordre de placement des attributs dans order by est très important. Déjà, je l'ai mentionné ici. Hein. Pourquoi donc je viens de l'expliquer à travers un exemple. Alors, maintenant, on va voir les fonctions de groupe. Donc, on peut, c'est ça, on est arrivé là. Donc, fonction de groupe. Donc, il y a des fonctions sur le groupe. Par exemple, fonction count, qui va compter le nombre de lignes. Sum, la somme des valeurs d'une colonne. Average, moyenne des valeurs d'une colonne. Max renvoie la valeur maximale d'une colonne. Et min renvoie la valeur minimale d'une colonne. Alors, on va afficher le nombre d'employés. Donc, on va utiliser count, le nombre d'employés. Donc, on peut utiliser select count étoile from employé. Ici, le as, c'est pour donner en fait un alias sur le résultat, hein, pour ne pas avoir 7 comme ça. Donc, c'est en fait select count étoile as effectif total. J'ai mentionné ça au niveau résultat. On va avoir en fait ce résultat-là. Effectif total, donc j'ai 7 employés. Maintenant, afficher le nombre d'employés par poste. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux afficher le nombre d'employés par poste. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Select count étoile. As nombre employé, from employé, group by poste. Voilà, c'est ça. Alors, regardez, ça, il y a une astuce ici. Hein. Donc, regardez, select dans le cas où je vais utiliser le group by. En fait, une remarque très importante. Hein.
une règle de base. Donc, ce que je vais mettre ici, dans le groupe by, il doit être dans le select uniquement. C'est-à-dire que si j'ajoute ici non virgule poste, non employé poste, donc on ne va pas avoir de résultat. Donc, au niveau groupe by, il faut faire attention. D'ailleurs, j'ai fait ça en fait avec une couleur, voilà, avec cette couleur-là. Donc, voilà. Donc, ce que je dois mettre ici dans le groupe by, il doit être dans le select. Donc, si j'utilise le groupe by, dans le select, je ne peux utiliser que les attributs que je vais mettre dans les groupes by, plus je peux mettre les fonctions de groupe. Oui. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. D'ailleurs, donc, je vais revenir sur la remarque qui est très importante de tout à l'heure. Groupe by, voilà. Autorise. Voilà. L'ordre select, dans le cas où on utilise groupe by, doit contenir uniquement les attributs sélectionnés dans le groupe by et les fonctions de groupe qui font l'objet d'un calcul. Voilà. Donc, il faut faire attention à à cette remarque-là. Donc, je vais avoir les employés par groupe. Maintenant, afficher la moyenne des salaires par service. Qu'est-ce que je peux faire? La moyenne des salaires par service. Donc, select, numéro de service et allez, termine. Select service ou AVG salaire. Numéro de service, c'est ça. AVG, étoile, je peux le faire. From Employé, group by service. Voilà, numéro de service, c'est ça. C'est comme ça. Donc, comme ça, je vais afficher la liste, en fait, la moyenne des salaires par service, c'est ça. Il faut faire attention, average service, la moyenne des salaires. Ce n'est pas average étoile. Donc, average, parce que je vais faire la moyenne des salaires. Average salaire. Average salaire moyenne, voilà. From employé, groupe by, numéro de service. Maintenant, on veut afficher les services pour lesquels la moyenne des salaires dépasse 720. Pratiquement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? La moyenne des salaires dépasse 720. AVG salaire supérieur à 720. Non, donc c'est dans le having ici. Having, voilà, donc c'est la même chose. Having, average salaire supérieur à 720. Donc voilà, le having, donc je vais revenir sur le having. On a dit que, en fait, dans le having, quand est-ce qu'on va utiliser le having? Lorsqu'on a une condition sur les fonctions de groupe. On va pas la mettre, voilà, spécifier les critères de sélection concernant les fonctions de groupe. On va pas les mettre dans le, en fait, dans le where. Voilà, c'est ça. Je vais sélectionner uniquement la moyenne des salaires doit être supérieure à 720. Donc, je dois utiliser le having. Et la fonction de groupe, bien sûr, et en fait, restriction sur la fonction de groupe. Voilà. Maintenant, je vais passer aux jointures. Donc, c'est quoi la jointure? Donc, elle permet d'extraire des données issues de plusieurs tables en appliquant des conditions sur les colonnes. Donc, on considère donc la requête suivante. Si je vais faire en fait select
étoile from T1, etc. jusqu'à Tn, virgule, virgule. Évidemment, comme on a fait tout à l'heure, donc si on ne précise pas des conditions de jointure, alors on va avoir un produit cartésien sur les tables. Donc, il faut faire attention. Et là, donc, il y a 4 types de jointures. Donc, il y a jointure interne, jointure externe, jointure naturelle et jointure croisée. Voilà, donc on va utiliser toujours les mêmes tables employées et services. Voilà, donc supposons, donc on a créé ces tables-là et on les a alimentées. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le contenu de la table employée et ça, c'est le contenu de la table service. Maintenant, alors, on va commencer par la jointure interne. Syntaxe. Donc, soit les chemins relationnels R1 AB et R2 AC. Alors, syntaxe 1 au niveau jointure, déjà, on l'a vu tout à l'heure. Donc, select attribut from R1, R2, where R1.A est égal à R2.A. Donc, ça, c'est la syntaxe qu'on connaît. Hein. Mais il y a une autre syntaxe qu'on peut utiliser qui est l'inner join. Donc, select la liste des attributs from R1 inner join R2 on R1.A est égal à R2.A. Et là, on voit bien que on va spécifier la condition de jointure, pas dans le where, mais plutôt dans le from. D'accord? Donc, je peux mettre au lieu de virgule R1, virgule R2, je vais mettre R1 inner join, c'est-à-dire je vais dire que c'est une jointure interne entre R1 et R2 sur l'attribut A. D'accord? Donc, ça, c'est une deuxième syntaxe. Bon, la jointure interne, c'est la jointure par défaut. Hein. La syntaxe 1, bien sûr, et la syntaxe 2 ont le même résultat. Et l'attribut R1.A et R2.A sont définis dans le même domaine sémantique, c'est-à-dire ils ont le même type et même, on va dire, c'est-à-dire ils ont le même nom et même type. Hein. C'est pour ça, on va dire qu'ils sont définis sur le même domaine sémantique. La syntaxe 2, ici, elle est utilisée pour distinguer explicitement les restrictions de jointure. C'est pour distinguer explicitement les restrictions de jointure. Pourquoi? Parce que dans where, donc, surtout dans des requêtes complexes, dans le where, on va trouver plusieurs conditions. Donc, on n'arrive pas à distinguer la condition de jointure. Donc, la syntaxe 2, elle permet vraiment de mettre en valeur la condition de jointure parce que ce n'est pas dans le where qu'on va mettre ça, c'est dans le from. D'accord? Donc, dans where, donc, il est parfois difficile de différencier les restrictions de jointure. Donc, la clause inner ici, dans la syntaxe 2, elle est facultative, c'est-à-dire je peux ne pas la mettre. Elle indique qu'il s'agit d'une jointure interne, c'est-à-dire je peux mettre from R1 join R2 directement, mais en fait, je connais bien, c'est par défaut, c'est une jointure interne. Alors, regardez, donc je vais, donc, en fait, on va afficher maintenant, donc je vais prendre les deux tables, hein, employé et service. Donc, on veut afficher la matricule et le nom des employés, avec le nom des services auxquels ils sont affectés. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça se voit bien que je dois faire une jointure. Pourquoi? Parce que je veux afficher la matricule et le nom des employés. Donc, je vais avoir ça de la table employée avec les noms de services auxquels ils sont affectés, les noms de services. Donc là, ça se voit que je veux en fait des résultats de en fait
des informations à partir de deux tables, service et employé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc matricule, select matricule nom employé, nom de service, from employé, virgule service, where. Donc, je dois, lorsque je vais prendre une en fait, information à partir de deux tables, hein, donc il y a le numéro de service qui est en fait qui est une clé primaire dans la table service et clé étrangère dans la table employé. Donc, je peux faire la condition de jointure sur le numéro de service. Donc, ça devient employé.numéro de service est égal service.numéro de service. Donc, il faut faire attention, puisqu'on a une ambiguïté au niveau numéro de service, donc qui contient en fait qui est contenu dans les deux tables. Donc, toujours au niveau accès, je dois mentionner le nom de la table, point, le nom de l'attribut. Et comme ça, donc, je vais avoir, voilà le résultat. Donc, pour chaque employé, on va donner le numéro, le nom de service auquel il est affecté. Alors, maintenant, bon, avec la syntaxe 2, c'est-à-dire donc, je peux faire la même chose, mais au lieu de faire la condition de jointure sur le where, donc je peux faire employé inner join service on employé, c'est la condition de jointure, point numéro de service égale service point numéro de service. Maintenant, on veut afficher le nom le numéro et les noms des services et le nombre d'employés affectés dans chaque service. Donc, nom, numéro et nom des services et le nombre d'employés affectés dans chaque service. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais afficher le nom et numéro de service, c'est ça, et le nombre d'employés affectés dans chaque service. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un group by. Voilà, donc, un group by. Donc, moi, je veux afficher quoi? Nom et numéro de service. C'est ça. Nom et numéro de service. Donc, je dois les trouver dans le group by. Comme le numéro de service, ça peut me poser un problème parce que, en fait, je vais faire une condition de jointure parce que le nombre d'employés, je ne peux l'avoir que à partir de la table employée. Donc, je dois absolument mettre une condition de jointure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Select service, point numéro de service, nom de service et compte le nombre d'employés, as nombre d'employés, from employé service, where employé.numéro de service est égal service.numéro de service. Group by, donc, service.numéro de service, virgule, nom de service. Et comme ça, donc, je vais avoir pour chaque service le nombre d'employés qui est affecté à ce service-là. Alors, on voit bien ici, regardez, si je vais voir, donc, ici, donc, j'ai pour les services, donc j'ai en fait 5 services. Donc, service numéro 10, 20, 30, 40, 50. Si je vois en fait pour les tables employées, donc tous ils sont affectés ou bien au service 10, ou bien 20, ou bien 30, ou bien 40, ou bien 40, voilà. C'est-à-dire que le service 50, donc n'a aucun employé affecté. Donc, normalement, ici, donc, quand j'ai fait ici, pour chaque employé, je vais compter. Est-ce que ça, en fait, le résultat qu'on vient de le trouver, donc s'il y a une solution manquante. Pourquoi? Parce que, normalement, je dois trouver ici 50, le nom du service, bon, je ne me rappelle pas, GRH, voilà. Mais il doit me dire que ici, c'est 0. Voilà.
Donc, solution manquante. Donc, on ne peut pas avoir dans l'affichage que dans le numéro de service 50, il y a 0 employé. Donc, c'est le problème engendré par les jointures internes. C'est quoi la solution? Donc, c'est utiliser la jointure externe. D'accord? Donc, la solution, c'est qu'on doit utiliser la jointure externe. Excusez-moi, vous avez un cours après? Oui. نص ساعة أخرى مشتغل. Est-ce que vous voulez qu'on termine ou bien on arrête? نجم نكملوا شوية دريش. D'accord. Donc, la solution, c'est quoi? C'est utiliser la jointure externe. Donc, c'est quoi la jointure externe? Donc, deuxième type de jointure. Donc, jointure externe, syntaxe. Donc, voilà. Ici, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va ajouter par rapport à la jointure interne? Au niveau de la syntaxe 1, il y a là, en fait l'opérateur plus ici. Donc, select attribut from R1,R2 where R1.A est égal à R2.A plus. Bon, je vais l'expliquer. Hein. Ou bien, je peux utiliser au niveau de l'autre syntaxe, select donc, attribut from R1 left outer join R2 on R1.A est égal à R2.A ou bien R1 right outer join R2 on R1.A est égal à R2.A. Alors, évidemment, donc R1.A et R2.A sont définis sur le même domaine sémantique. Donc, c'est quoi en fait l'opérateur plus qu'on vient d'ajouter ici à la syntaxe 1? Donc, ça va indiquer que dans le résultat, le SGBD, il va tenir en compte de toutes les lignes de R1, même celles qui n'ont pas de correspondance dans R2. Donc, R1 est la table maître ici. Donc, si on revient dans notre exemple ici, donc, qui est, on va dire, la table maître, si on voit bien ici, donc, voilà, qui est la table maître, employé ou bien service, au niveau numéro de service? C'est la table service. Pourquoi? Parce que dans service, on a toutes les valeurs de numéro de service. Et dans, en fait, la table employé, on n'a pas toutes les valeurs de la table service. Voilà. Donc ici, c'est la table service qui présente toutes les valeurs possibles du numéro de service. Donc c'est la table maître ici. D'accord? Donc dans le cas où on veut avoir finalement ici 50 GRH0, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la table, on va dire, dans la table esclave qui n'est pas la table maître, dans ce cas, table employée, juste ici, on doit ajouter en parenthèse plus et parenthèse. Dans ce cas, on va avoir 50 GRH0. C'est ça la solution. Donc, on appelle ça la jointure externe. Donc, ça veut dire quoi, jointure externe? Donc, elle indique dans le résultat, le SGBD, il doit tenir en compte de toutes les lignes de R1, voilà, c'est ça, même celles qui n'ont pas de valeur correspondante dans R2, qui est dans notre cas. Ici, c'est toutes les lignes de R1 qui est la table service, même, donc je dois en fait, tenir en compte de ces lignes-là, même celles qui n'ont pas de correspondance au niveau R2, pour notre cas, c'est la table employée. Et bon, syntaxe 1, c'est utilisé par Oracle. Bon, si on va utiliser les autres syntaxes, donc la clause outer, en fait, dans la syntaxe 2 et aussi dans la syntaxe 3 est facultative. Bon, il s'agit
elle indique qu'il s'agit d'une jointure externe. Bon, mais on doit utiliser les clauses left et right. Ils sont obligatoires. Left, dans la syntaxe 2, ça veut dire que dans le résultat, on doit trouver toutes les lignes de R1. Et R1, c'est la table maître. C'est pour ça, dire ça. Ou bien, dans la syntaxe 3, donc on va indiquer dans le résultat, on doit trouver toutes les lignes de R2. C'est-à-dire que R2, c'est la table maître. Voilà. Donc là, right ou bien left. Donc si on revient à notre exemple ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre service. Donc c'est la même chose, c'est pratiquement la même solution, mais on doit ajouter service.numéro de service égale employé.numéro de service. Et ici, on doit ajouter l'opérateur plus. Dans ce cas, on va avoir au niveau de service 50, GRH est 0. Voilà. Maintenant, on veut afficher le numéro et nom des services et le salaire moyen des employés affectés dans chaque service. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select service pour numéro de service, nom de service, average salaire, voilà, average salaire, voilà, as salle moyenne, from employé et service, where service pour numéro de service est égal à employé pour numéro de service plus pour tenir en compte en fait du service numéro 50. Group by service pour numéro de service, virgule, nom de service. Voilà. Sauf que ici, il ne va rien afficher parce que au niveau salaire moyen. D'accord? Donc ici, c'est une solution qui est manquante. On ne peut pas avoir dans l'affichage que dans le service numéro 50, le salaire moyen des employés égale 0. Donc, c'est quoi la solution? Donc, utiliser une fonction MVL. La fonction MVL, c'est quoi la fonction MVL? Donc, on va utiliser dans le average ici la fonction MVL. Donc, MVL, average salaire, virgule 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est ça sa syntaxe. MVL, donc, elle va prendre par défaut la valeur de l'expression 1, si expression 1 est not null. Sinon, elle va prendre la valeur expression 2. Dans le cas, donc, ça veut dire quoi? En fait, le MVL, ça permet de remplacer le null par une valeur significative, c'est ça. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'average du salaire, mais dans le cas où on ne trouve pas une valeur, c'est-à-dire une valeur null, on va la remplacer par 0. Voilà. Donc, dans ce cas, je vais avoir cette valeur-là. Voilà. Vous avez compris?